Cinéma sur écoute, la fabrique de sons qui fait entendre les salles de cinéma en Europe. Cinéma sur écoute. Le Café des Images, c'est un cinéma innovant, un tiers-lieu solidaire et un restaurant durable. C'est un lieu d'effervescence créative, sensible aux enjeux de son époque, ouvert sur le monde et ancré dans son territoire. Au cœur d'une ville jeune, populaire, multiculturelle, les paroles qui résonnent ici sont faites de voix, d'accents, de langues plurielles. Dans ce cinéma-monde, la salle respire profondément avec la société autour. Je suis Élise Mignot. Ma première vie professionnelle, elle s'est tissée très loin d'ici, sous d'autres latitudes. Aujourd'hui, je dirige le Café des Images à Hérouville-Saint-Clair. Ce lieu, cette ville, c'est la garantie de croiser le monde entier au coin de la rue. Épisode après épisode, avec l'équipe du café, nous vous emmenons à la rencontre des personnes qui ont déplacé nos regards. Pour une deuxième immersion au Café des Images, j'ai invité Claire Diao à nous faire entendre le monde qui est le sien. J'avais rencontré pour la première fois Claire en 2012 au Festival international du film de Durban en Afrique du Sud. Jeune critique à l'époque, elle est devenue aujourd'hui une véritable Wonder Woman des cinémas africains. Critique, programmatrice de festivals, fondatrice de la revue de ciné Awo Télé, directrice de la société de distribution Soudou Connexion, la multiple Claire Diao développe sur plusieurs fronts les outils et les réseaux qui rendent visibles les cinémas africains et ceux de la diaspora. Mais quelle place a la salle de cinéma dans ces engagements ? Aujourd'hui, c'est Analou Tiercelé qui la rencontre pour la première fois. Comme Claire est une globe-trotteuse, toujours entre deux valises et deux festivals, qu'elle a fait beaucoup d'allers-retours vers le Café des Images depuis 1 an, c'est nous qui sommes cette fois-ci allés à sa rencontre. Analou lui a donné rendez-vous dans un appartement à Belleville. Analou, enchantée. Enchantée. Tu bosses au Café des Images ? Exactement. Ah. Voilà. Bonjour Claire. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va, merci. Alors on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce que tu as grandi et avec quel film ? Et aussi, c'était quoi tes rêves ? Je suis née à Dakar, mais j'ai grandi à Lyon, en France, avec une mère française et un père burkinabé. Que je pourrais dire hors sol, qui n'était pas du tout... Ma mère, ça faisait 20 ans qu'elle vivait en Afrique, elle n'avait pas prévu de rentrer en France. Mon père était fan des États-Unis et d'Afrique, mais absolument pas de la France, et c'était pas prévu non plus qu'ils viennent vivre en France. Donc du coup, j'ai grandi dans une ville et dans un pays où mes parents ne s'étaient pas projetés, donc c'est assez... particulier, je pense, comme contexte pour grandir. Et j'ai, comme beaucoup, été nourrie par les films que je voyais à la télévision française, notamment beaucoup d'influences américaines. Mais j'ai suivi une option cinéma au lycée Lumière à Lyon, qui nous donnait accès illimité à l'Institut Lumière pour voir des films. Et je pense que c'est vraiment la période du lycée puis fac, qui a été une grande boulimie de films. On était au début des années 2000 avec beaucoup de cinéma indépendant, notamment cinéma anglais, Mike Leith, Ken Loach, de Magdalene Sisters, des films comme ça qui étaient vraiment des coups de poing. Et puis un jour j'ai découvert que je pouvais aller seule au cinéma. Et ça a été vraiment une révélation, parce que d'un coup j'ai compris que la relation c'était entre le film et soi, et ça a été une énorme révélation en tant que spectatrice, de se dire c'est possible d'aller voir des films seul si on a vraiment envie de les voir, et qu'il ne faut pas se bloquer pour des normes sociales. Est-ce que tu as toujours rêvé de cinéma, étant petite et tout ça ? Ben, Non, moi j'ai vraiment commencé par l'écriture. J'écrivais à fond depuis que j'ai 6 ans, des nouvelles, des romans, des trucs voilà, dans mon coin. Donc imaginaire très fort, aussi parce que je sortais pas beaucoup, donc je regardais beaucoup par ma fenêtre, donc je rêvais beaucoup d'évasion. Et surtout, je venais d'une famille de globetrotters qui passait son temps à parler du passé, à parler des voyages, à parler d'Afrique.
Et je le vivais vraiment comme une grande injustice de pourquoi je suis née à Dakar et je grandis en France, pourquoi vous parlez de ces belles années d'Afrique et moi je connais rien de tout ça. Et donc forcément à 18 ans, il y a eu l'appel du retour au pays de mon père, le Burkina Faso, et j'ai fait un stage au Centre culturel Georges Méliès, qui est maintenant l'Institut français de Ouagadougou, au département cinéma, avec une programmatrice de salle de cinéma française à Saint-Martin-d'Air aujourd'hui, que je salue, Cécile Clapier. Et du coup, dans ce département cinéma, je devais mettre en place un projet dans le cadre de mes études, c'était de l'animation socio-culturelle, avec des participants. Et il se trouve que des lycéens de Ouaga étaient venus taper à sa porte pour dire on aimerait beaucoup un film sur la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on l'a au bac, et on aimerait bien avoir une sorte d'illustration en images. Et j'ai monté tout un projet avec 4 lycées de Ouagadougou, 400 élèves, les professeurs d'histoire géo. On a fait des débats à l'issue des projections. Et pour moi, ça a été une réelle révélation. Mais à tout point de vue, parce que d'un coup, il y avait le rapport de amener les spectateurs en salle. Parce que du coup, on demandait à des personnes avec des faibles revenus de faire le déplacement et de venir dans la salle de cinéma. Donc il y a des professeurs qui m'ont dit Diao, ton projet il est super, mais ce serait bien que le cinéma vienne vers les élèves et pas les élèves vers la salle de cinéma. Donc j'ai appris des choses comme ça. Et ça m'a vraiment déclenché une envie, c'était de transmettre le cinéma. Alors je ne savais pas par quel métier, par quel poste, mais c'est hormis mon passif familial culturel et binational, et il y a eu ce séjour-là au Burkina Faso qui a été donc c'est fondateur. Un déclic. Ouais. Et donc du coup, la revue que tu as créée et que tu diriges à Haut-Télé, c'est une revue de cinéma panafricain. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, panafricain ? Alors c'est co-créé parce qu'on était avec 2 critiques de cinéma, Michel Amargé et Samir Arjoum. Et on était dans un festival de cinéma où on se disait, tiens, le prochain FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, il n'y aura pas d'atelier critique, alors que tous les 2 ans, il y avait la Fédération africaine des critiques de cinéma, dont on était tous les 3 membres, qui organisait des ateliers. Et on s'est dit, c'est pas possible, la critique peut pas être absente de ce rendez-vous. Et puis c'est vrai que la critique n'est que sur Internet, ce serait bien qu'on crée une revue, qu'on soit un peu plus existant, quoi. Donc on a poursuivi l'aventure avec Michel Amargé, et panafricain, l'idée c'est de parler d'Afrique et de sa diaspora et des luttes communes pour exister, et pour exister dans des systèmes qui sont un peu compliqués, en tout cas en termes de cinéma. Le cinéma américain a pris le dessus mondialement, le cinéma européen a un peu le lead parce qu'il y a des financements, donc tout ce qui est coproduction, ils sont très présents. Et puis les cinémas d'Afrique, je reviens de Clermont-Ferrand la semaine dernière, j'ai formé des enseignants au cinéma d'Afrique, ils étaient une 40aine dans la salle, et quand j'ai posé la question quel est le dernier film africain que vous avez vu en salle, j'ai eu 40 enseignants qui ont botté en touche. Et quand je dis enseignants, c'est professeurs collège et lycée. Donc je sais qu'il y a le problème de l'accessibilité, tous les films n'arrivent pas dans les salles de cinéma, mais il y a aussi le problème de curiosité. Peut-être que s'il y a un film africain à l'affiche versus un film français et un film américain, tout le monde ira voir le film américain ou le film français, mais pas forcément le film africain. Et ça, ce sont des enjeux qu'on veut défendre avec cette revue, c'est mettre en avant ces auteurs, montrer qu'ils existent, au même titre que quand j'avais 18 ans et que je suis allée au Centre culturel français, avait lieu le FESPACO 2005, et c'était ma première expérience, et je tombais des nues de me dire, mais dans le pays de mon père, il y a un festival grand comme ça, avec autant de cinéastes, avec autant de films africains, mais comment ça se fait que je suis pas au courant ? Parce qu'en fait, si on n'était pas dans des réseaux un peu intéressés à ces sujets, et moi j'essaye de militer sur tous les supports possibles pour que ce soit le plus accessible possible. Donc avoir cette revue-là, essayer de la placer où on peut en tout cas faire connaître ces cinéastes, ces auteurs, pour que ça devienne un peu banal. Et quand je dis banal, c'est pas quelque chose à mettre de côté, mais que ça puisse être accessible pour tout le monde, que ce soit pas une spécificité. En quoi le cinéma panafricain, il se distingue ou non, tu trouves, du reste du cinéma international ? J'aimerais dire qu'il ne se distingue pas, que le cinéma panafricain ne se distingue pas du reste du cinéma du monde, parce que ça reste du cinéma, et parce que ça m'énerve grandement quand des spécialistes de cinéma me disent « Ah, je ne suis pas spécialiste de l'Afrique, donc je ne peux pas parler de ce film » ou « J'y connais rien à l'Afrique, donc
Donc je vais pas écrire dessus. Mais à la base, on parle de mise en scène, de jeu d'acteurs, de placement de caméra, de scénario, de tout ça. Voilà. Et ça, je me dis, c'est la grande problématique. Donc le cinéma panafricain, hormis un désintérêt mondial, il a la particularité d'être issu d'un continent qui s'est fait spolier depuis des siècles, qui a subi l'esclavage, la colonisation, et qui a subi pendant toutes les premières années de l'arrivée du cinéma des images qui n'étaient pas produites par les gens vivant sur le continent, mais par des gens extérieurs qui faisaient du cinéma de propagande et qui, très souvent, les dévalorisaient. Et du coup, ça veut dire que des populations entières ont consommé ces films et ont intégré leur infériorité par rapport à d'autres êtres de ce monde. Et donc les luttes au moment des indépendances de tous ces cinéastes, c'était se réapproprier leur image, c'était se montrer à leur propre peuple, c'était parler dans leur propre langue, c'était montrer leur propre culture et essayer aussi de s'affranchir de certains codes cinématographiques et s'approprier une certaine forme de narration. Alors certains vont dire « Oh, les films africains, c'est très lent, c'est très long », mais parce que voilà, c'est une autre temporalité aussi pour certains films et pour certains cinéastes, parce qu'encore une fois, c'est un continent, et très souvent, les gens parlent de cinéma africain, et moi, ça m'arrache les oreilles, parce que je me dis non. En 2021-2022, tu as eu un projet de résidence de critique de cinéma avec le Café des Images et le lycée Allende à Hérouville-Saint-Clair. Et donc le nom de la sélection de courts-métrages, c'était Afrofuturistique. Comment est-ce que tu as découvert ces films et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière cette notion d'afrofuturisme ? Alors, j'ai monté en 2013 un programme itinérant de courts-métrages qui s'appelle Quartier Lointain. Le but, c'était de révéler les points communs plutôt que les différences, parce qu'en tant que métisse, je l'ai beaucoup subi, c'est-à-dire que quand je suis en France, je suis noire, quand je suis en Afrique, je suis blanche, et qu'en fait, les gens passent leur temps à me montrer ce qui diffère entre eux et moi, plutôt que ce qui nous rapproche. Et le but de Quartier Lointain, c'était ça, c'était amener le public à aller en salle et penser voir quelque chose de lointain, et puis se rendre compte qu'en fait, ce sont des histoires très proches. Et c'est très souvent les réactions qu'on a eues des spectateurs français qui allaient voir des films d'Afrique, par exemple sur le thème de la famille, et qui sortaient en disant « Ah mais c'est fou, ils vivent les mêmes histoires que nous, parents, enfants, frères, sœurs, etc. » Et on est là « Mais oui, c'est juste le contexte qui change. » Donc à un moment donné, il faut qu'on change carrément une mindset, un état d'esprit. Donc Quartier Lointain, le but c'était qu'une année je programmais des films français issus de la diaspora africaine en Afrique et une année des films africains en France. Et puis en cours de route, j'ai intégré les États-Unis à cette circulation. Donc depuis 2016, on fait France, États-Unis, pays d'Afrique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, on va toucher une population afro-américaine qui est très curieuse de savoir quelles sont les réalités noires en dehors de leur pays, parce qu'ils sont quand même très autocentrés. et du coup, de découvrir que, tiens, il y a des Noirs en France, tiens, ils sont très américanisés dans leur look, dans leurs références, etc. C'est très intéressant, parce que d'un coup, on recrée un lien culturel entre trois continents qui avaient été plutôt déchirés par le passé ou par l'esclavage. Là, d'un coup, on a un héritage culturel commun aux trois. Et donc voilà, il y a chaque année une thématique, 4 à 5 courts-métrages, de la fiction, du documentaire, quand je peux aussi de l'animation. Et donc chaque année, on circule pendant 1 an avec tous ces films. Et donc la 6e saison, c'est une saison afrofuturiste, qui a été rebaptisée Afrofuturistique, et qui était en fait une réflexion par rapport à Black Panther, qui a déboulé sur les écrans en 2018, qui a fait une razzia au niveau box-office, quel que soit le continent, et que même en Afrique, il y a des files d'attente interminables, alors que les gens n'ont plus l'habitude d'aller au cinéma, et que certains spectateurs viennent voir 2 fois, 3 fois, amènent toute leur famille, etc. Ça prouve qu'il était temps que des films de super-héros puissent mettre des acteurs noirs en rôle principal. Mais ça prouvait aussi une autre chose, c'était qu'il s'agissait là d'un imaginaire afro-américain, lié et tiré de la science-fiction, mais vraiment l'afrofuturisme c'est un concept américain et afro-américain qui essayait d'utiliser les luttes sociales qui peuvent être décrites dans la science-fiction pour intégrer des notions raciales et montrer comment seraient ces personnages s'ils avaient
ou des super-pouvoirs, ou accès à différentes choses. Donc ça s'est beaucoup développé au niveau de l'écriture, de la littérature, et assez tardivement au niveau du cinéma. Et donc moi, quand j'ai vu Black Panther, et que j'ai vu des réactions du continent disant « mais c'est pas du tout un film africain, ça c'est des projections afro-américaines sur ce qu'est le continent », puisque c'est des références qui couvrent toute l'Afrique, mais qui ne sont pas propres à un pays. Wakanda, ça mélange aussi bien les Maasai que le Mali, que d'autres cultures du continent. Je me suis posé la question, que font les cinéastes actuellement ? Est-ce qu'il y a des cinéastes sur le continent qui s'emparent de la science-fiction, qui parlent de futurisme, et dans ce cas-là, de quelle façon ? Et c'est comme ça que j'ai collecté un court-métrage marocain de fiction qui a remporté le festival de Sundance et les Césars 2021, Qu'importe si les bêtes meurent, de Sophia Alaoui, donc qui nous parlait du Maroc et de l'arrivée d'extraterrestres au Maroc. Un court-métrage très caustique du Nigeria qui s'appelle This One Went to the Market, réalisé par Jim Chouchou d'un collectif du Kenya à Nairobi qui s'appelle The Nest. Un court-métrage documentaire d'une réalisatrice rwandaise, Ete Reality, qui interroge dans le futur le retour d'un astronaute qui redescendrait sur Terre après être parti beaucoup d'années, en lui demandant mais à quoi va ressembler la planète maintenant que tu reviens, et surtout où est ta maison, qu'est-ce que c'est la maison. Et en fait elle interroge du coup la migration et les gens qui vivent en Suisse, des Africains qui vivent en Suisse, quelle est leur notion par rapport à l'exil et à la définition de ce qu'est la maison, quoi, le foyer. Donc voilà, toutes ces notions-là, ça a fait la sélection afrofuturistique qu'on a eu le plaisir de présenter au Café des Images. Et donc justement, là on dirait que tu parles un peu d'une grande famille des cinémas africains. En quoi ça vous rend plus fort du coup de vous croiser à chaque fois au festival, de faire partie de cette famille ? Se rendre plus fort. Oui, il y a une famille, effectivement, quand on se retrouve dans des festivals, tout le monde est là, et tout le monde sait qui est qui, et tout le monde a fait des films. Mais c'est vrai que j'aimerais que cette famille-là pèse plus à l'international pour pouvoir porter davantage de films. Mais le problème, c'est qu'on est face à des systèmes commerciaux. Le cinéma, c'est un art, mais c'est aussi une industrie. Donc quand on reste à l'échelle de l'Afrique, on reste dans l'art, on savoure nos films, etc. Mais dès qu'on va dans les festivals internationaux, on entre dans l'industrie. Et l'industrie, c'est des logiques de marché. C'est qui est derrière ton film, c'est qui va le vendre, c'est qui va trouver des exploitants pour les montrer, qui va le distribuer, etc. Et le fait qu'à Cannes, par exemple, en compétition, on n'ait que 1 voire 2 cinéastes africains à chaque fois, eh ben, ça met 1 ou 2 cinéastes africains au-dessus de tout le reste, au-dessus de tous les autres, ça crée des tensions, alors que ça pourrait être renouvelé. Là, je pense par exemple au Festival de Cannes, c'est un peu toujours les mêmes noms africains qui viennent en compétition, et du coup, c'est comme si on envoyait un message au monde entier qu'il n'y a que 2 cinéastes valables en Afrique, ce qui est complètement faux. Donc c'est pour ça qu'il faut aller à Berlin, à Venise, à Toronto, à Locarno, voir aussi qui sont les autres cinéastes africains. Et c'est pour ça que j'invite aussi les gens, mais il y en a très peu qui viennent, à aller à Carthage, à Ouaga ou à Durban ou dans plein d'autres festivals du continent, voir tous ces films qui se font, mais dont on n'entend pas parler, parce qu'il manque cette logique de marché. Est-ce que tu as des réflexions sur les plateformes de streaming ? J'en ai au sens où d'un coup tu touches un public fou, et que même quand tu sors en salle, les gens te demandent quand est-ce que tu es disponible sur telle ou telle plateforme, ou quand est-ce que tu passes à la télé. En tout cas en Afrique, le réflexe salle n'existe plus. C'est quand est-ce que ça passe à la télé, et c'est un peu l'aboutissement. Aujourd'hui, on peut le dire, Netflix c'est le Graal pour tout le monde. Si tu as Netflix sur ton CV, c'est un peu t'es allé à Hollywood en fait. Donc sortie salle, pas sortie salle, les gens ils s'en fichent. S'ils ont ce logo sur leur film, ils sont très contents. Alors que c'est quand même une très belle expérience, la salle, de partager ça humainement avec des gens assis en même temps, au même moment, réagir ensemble. Je me dis, quand un cinéaste est dans la salle et peut ressentir les frémissements, ça rit là, ça rit pas là, je m'étais dit que ça rirait à tel endroit.
Et là, je le vois parce que David Constantin de l'île Maurice, pour 6 mains étoiles au JCC, n'a pas osé rester dans la salle. Il a trop peur de la réaction du public. Alors que ces comédiens ont regardé 3 fois, son film est passé 3 fois, ils ont assisté 3 fois aux séances en entier. Et ils étaient capables de lui dire « Ah, à tel endroit ça marche, ça rigole, à tel endroit, ah ben un peu moins, peut-être que ça marche plus avec les Mauriciens, etc. » Et je me dis, c'est génial de pouvoir tester le public en temps réel. Comment tu testes un public derrière sa télé ? Comment ils font leurs calculs de mathématiciens, de statistiques pour dire que 0,30% d'enfants étaient devant la télé. Enfin, tu vois, moi je me dis, c'est quand même des données un peu erronées, fabriquées, je sais pas. Là, c'est concret. Quand tu déchires un ticket, tu sais que cette personne-là, elle est dans la salle et tu l'as vue de tes propres yeux, elle est là. Donc, oui, palper l'émotion des spectateurs, c'est plus possible derrière les plateformes. Mais effectivement, ça touche beaucoup de gens. De quoi es-tu curieuse encore ? Ou de qui ? C'est une vaste question. Grande question. De tout. Moi, j'ai même des amis qui me disent, mais avec tous les films que tu regardes, parce que j'ai oublié de mettre dans mes casquettes que je suis programmatrice aussi. J'ai fait ça pendant 4 ans pour la quinzaine des réalisateurs, et je le fais depuis 2017 pour le Festival de Clermont-Ferrand. Et là, j'ai intégré le comité de sélection du FESPACO, justement. Donc, je regarde des tonnes de films tous les ans, et moi, c'est l'un de mes principaux plaisirs, c'est de regarder un film sans aucun devoir. C'est-à-dire que les 3/4 de l'année, je regarde des films parce que je dois rendre des comptes. Soit je dois émettre une critique, je dois donner des conseils, je dois voir si je le distribue pas, je dois voir si on le sélectionne pas. Mais c'est très rare que je vois un film juste pour le plaisir. Donc non, je suis toujours curieuse et j'ai toujours envie parce que justement, regarder des films, c'est devenu un métier et j'ai envie que ça reste un loisir. Donc j'ai des amis qui sont assez épatés de me dire, mais même ma mère, hein, mais t'es toujours contente de voir des films, t'as toujours envie, ça doit être barbant. Et non, il y a toujours l'envie de découvrir quelque chose, que ce soit déjà un auteur, une mise en scène, un geste cinématographique, peut-être découvrir des réalités, découvrir un pays, un contexte, une société. Moi, voilà, oui, je suis toujours curieuse. Donc c'est un métier de curieux oui. que t'as. Ouais. Au Café des Images, on pense que les films, ils ont un pouvoir magique. Tu penses qu'ils ont quel pouvoir, toi, les films ? Le pouvoir magique des films. Bon, déjà, c'est de réunir plein de gens dans une salle qui vont rester la durée du film dans cette salle, sans partir. Ça, je pense, c'est le pouvoir premier du cinéma. C'est pour ça qu'avant, c'était dans des foires et même pas dans des salles de cinéma. C'était l'attraction. Moi, j'ai la sensation que le cinéma, ça nous permet d'apprendre tout le temps. Même si des fois c'est des choses erronées, ça va demander d'aller vérifier, dire « mais non, mensonge, on nous a trompés, etc. » Mais c'est quelque chose qui, justement, affûte notre curiosité, affûte nos connaissances. Et moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir vécu, pouvoir magique, d'avoir vécu 1000 vies grâce au cinéma. Là, en fait, ta question me fait me poser la question inverse. Que serait ma vie s'il n'y avait pas de cinéma ? Et ben, pour moi, ce serait très vide. Ça serait très vide parce que c'est un tel... je sais pas, en 1h30, on enchaîne tellement de choses, d'expériences, Ouais, pour moi, c'est... Le pouvoir magique du cinéma, c'est de pouvoir vivre 1001 vies sans quitter son fauteuil. Vous venez d'écouter Cinéma sur écoute, le podcast qui donne à entendre les salles de cinéma en Europe. Cet épisode est le premier d'une longue série fabriquée à plusieurs. Nous vous parlons depuis nos salles, chaque salle de cinéma nourrissant ce flux à sa propre couleur. Cinéma sur écoute est lauréat de l'appel à projet Collaborate to Innovate 2021, mis en œuvre par Europa Cinéma et financé par Creative Europe Média, Union européenne. Une production Narasson.